nous avons pu apprécier les points d'appui sur lesquels vous avez pu avancer et puis encore les objectifs à venir. Je vous invite plutôt à rejoindre le petit salon. Excusez-moi, je n'ai pas été assez rapide avec les applaudissements pour la séquence de questions-réponses de tout à l'heure. Nous sommes en train de parler de prise en compte des enjeux de santé dans l'aménagement. Il serait peut-être temps de prendre quelques minutes pour se poser et apprécier l'ensemble dans son sujet. Et pour cela, je vous propose d'accueillir Anne Rouet-Legal, qui est enseignante-chercheur au département santé, environnement, travail et génie sanitaire de l'École des hautes études en santé publique, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises ce matin. Vous êtes spécialiste de la thématique urbanisme santé, vous travaillez sur ce thème depuis 2010 et vous êtes l'un de ces pionniers français dont nous avons entendu parler en ouverture tout à l'heure. Vous êtes également investi dans le groupe de travail national qui a investigué ces interactions entre urbanisme et santé, puis aménagement et santé, et également investi dans le réseau Bretagne Urbanisme Santé. Pourriez-vous nous expliquer simplement le sujet de cette journée en quelques minutes? Très bien, merci beaucoup pour cette introduction et merci aussi pour les introductions de tout à l'heure qui témoignent finalement que les choses bougent et ça nous donne beaucoup d'enthousiasme. Donc l'objectif en quelques minutes pour moi, c'est aussi de vous clarifier le concept d'urbanisme favorable à la santé, qui est donc une thématique que nous investiguons depuis la fin des années 2010 à l'EHESP au sein d'une équipe interdisciplinaire et intersectorielle, URBA7, pour urbanisme, aménagement, santé, environnement, territoire. Dans cette équipe-là, en fait, un de nos objectifs majeurs, c'est vraiment le développement d'outils et de cadres de référence pour permettre en fait le déploiement du concept d'urbanisme favorable à la santé à l'échelle du territoire, à différentes échelles du territoire, que ce soit au niveau de la planification, mais également à l'échelle de l'opération d'aménagement. Je dirais qu'une des spécificités de notre équipe, c'est vraiment donc une complémentarité, je dirais, des compétences et des secteurs de pratique, et nous travaillons en étroite collaboration, donc secteur académique, avec le secteur des praticiens de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'environnement, et ceci au niveau local, parce que nous sommes aussi donc bien impliqués notamment dans le réseau Airbus, mais également au niveau national. Un des principes clés de recherche et d'expertise que l'on porte au sein de notre équipe URBA7, c'est vraiment la volonté d'aborder la thématique de l'urbanisme favorable à la santé selon une approche globale et intégrée des grands enjeux environnementaux, notamment les questions d'urbanisation croissante et de changement climatique, en lien avec les grands enjeux de santé publique qui aujourd'hui sont caractérisés notamment par des problèmes liés au vieillissement de la population, l'augmentation des inégalités sociales et territoriales de santé, l'augmentation des maladies chroniques telles que les problématiques de cancer, les problématiques liées à l'obésité, l'augmentation des problématiques d'isolement social, etc., et également l'émergence des maladies vectorielles. Alors, le concept d'urbanisme favorable à la santé n'est pas nouveau. Il a été notamment donc initié par le réseau des villes santé de l'OMS en 1987. Et les travaux qui ont été notamment pilotés par un urbaniste qui est donc Hugh Barton et son collègue Zuru ont abouti en 2000 à la publication d'un guide de l'OMS intitulé « Un urbanisme centré sur les habitants ». Ce guide a vraiment permis le déploiement du concept d'urbanisme favorable à la santé au niveau international et notamment dans les villes du réseau de l'OMS à l'échelle internationale. Et en parallèle, la communauté d'expertise et de recherche s'est également progressivement structurée et finalement a abouti à un nombre de publications scientifiques assez important et nous donner un certain nombre de preuves des liens existants entre urbanisme et santé. En France, finalement, le rapprochement du secteur et de l'urbanisme, qui s'était un peu finalement éloigné au cours du temps, c'est le secteur de la santé publique qui a réinvesti la thématique de l'urbanisme favorable à la santé à la fin des années 2010, suite notamment au Grenelle de l'environnement, dont un des objectifs était la volonté de mieux intégrer les questions de santé, notamment dans la procédure réglementaire de l'évaluation environnementale.
un des points importants, c'est que du coup, à partir de fin 2011-2012, nous avons mené une recherche approfondie au niveau national sur l'intégration de la santé dans le champ de l'urbanisme, donc dans un esprit très intersectoriel et interdisciplinaire, avec un soutien vraiment très fort du ministère de la Santé. Et ces travaux, en fait, ont abouti à la publication du guide national Agir pour un urbanisme favorable à la santé, qui était entre autres destiné aux ARS au départ, mais qui finalement a été aussi travaillé pour être appropriable pour un ensemble d'acteurs impliqués dans le processus de décision urbaine. Donc dans ces travaux-là, en fait, on vient apporter un certain nombre de clarifications des concepts et un certain nombre de cadres de référence et d'outils qui vont permettre finalement d'initier des démarches à différentes échelles du territoire. Donc un premier point quand même à clarifier ici, c'est de rappeler ou à partager finalement, c'est de rappeler que le concept d'urbanisme favorable à la santé, c'est un concept qui se base sur une approche globale et positive de la santé. Ça a été mentionné tout à l'heure, mais je le réexplique finalement ici. C'est-à-dire ici qu'on va considérer la santé comme le résultat d'un cumul d'exposition à des facteurs de risque et des facteurs de protection. Donc on parle de facteurs de risque quand le facteur a un impact négatif sur la santé, mais on va aussi considérer un point important à tous les facteurs de protection qui finalement sont un ensemble de facteurs qui vont avoir un impact positif sur la santé. Et finalement, en santé publique, l'ensemble de ces facteurs, c'est ce qu'on appelle les déterminants de la santé. Il est aussi important de garder bien en tête que finalement, donc plus qu'un état, la santé, c'est vraiment un processus dynamique qui évolue dans le temps et dans l'espace. Ainsi, on n'est pas tous sensibles, selon notre âge, à l'ensemble de ces facteurs, qu'on soit jeune, adulte ou personnes âgées. Et enfin, en fonction de l'endroit où on se trouve, on n'est pas non plus exposé au même type de facteurs, ce qui peut générer ce qu'on appelle des inégalités territoriales de santé. Donc, en gros, pour synthétiser, finalement, l'urbanisme favorable à la santé va consister à encourager les choix d'aménagement et d'urbanisme qui vont minimiser l'exposition à des facteurs de risque ou des facteurs de stress et encourager des choix d'aménagement et d'urbanisme qui vont maximiser l'exposition à des facteurs de protection. Donc, facteurs de stress, ça peut être par exemple la pollution de l'air. Facteurs de protection, ça peut être l'accès à des espaces verts, l'accès à des services de soins, encourager des comportements qui permettent de promouvoir l'activité physique, etc. Donc aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre d'outils et de cadres de référence qui sont finalement disponibles pour l'ensemble des acteurs qui souhaitent s'investir sur la question. Et depuis finalement la publication du guide Agir pour un urbanisme favorable à la santé, on peut assister à une augmentation des initiatives d'urbanisme favorable à la santé à l'échelle du territoire à travers le pays. Cependant, si finalement les initiatives locales se multiplient, et vous en verrez aujourd'hui donc quelques exemples, il reste encore quand même du chemin à parcourir. Et pour conclure cette présentation du concept d'urbanisme favorable à la santé, je voudrais pointer peut-être 3 principaux défis qui, pour nous, semblent être les défis à relever pour mettre en œuvre l'urbanisme favorable à la santé. Donc le premier, c'est vraiment finalement de continuer à développer cette culture commune pour vraiment appréhender la santé dans une approche globale et positive, et pas uniquement avec un focus sur les facteurs de risque. C'est également la nécessité de convaincre de la plus-value de penser santé, d'inclure la santé dans ses pratiques au quotidien, donc de placer la santé au cœur des décisions. Et enfin, le défi qui est absolument nécessaire pour mettre en œuvre l'urbanisme favorable à la santé, c'est la mise en œuvre de l'interdisciplinarité ou l'intersectorialité, qui en théorie, on est tous d'accord avec ça, mais en pratique, on voit bien que c'est quand même beaucoup plus compliqué.
On a aujourd'hui quand même pas mal d'éléments qui nous font dire que ça bouge. On voit de plus en plus les enjeux de santé qui sont inscrits dans des documents cadres, des initiatives qui fleurissent. Et donc tout ça, c'est vraiment très, très encourageant pour les équipes de recherche et les travaux qui se mènent à l'échelle du territoire. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Anne-Rouet Le Gall et bravo pour ce défi relevé en quelques minutes de nous exposer ces enjeux. Je vais juste reprendre la petite télécommande.